Bienvenue sur Maïtason Vibes, le podcast qui plante des graines de réflexion. Je suis Anne, masseuse et étudiante en naturopathie, multipassionnée. Bienvenue dans mon univers. Bonjour Nico, on t'accueille aujourd'hui dans le podcast Maïtason Vibes podcast. Tu es géobiologue. Ton compte Instagram c'est géobio Nico, c'est ça. Voilà. Et j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est assez passionnant. Et c'est bien tombé qu'on se retrouve sur Instagram pour que tu sois là aujourd'hui. Donc bienvenue. Merci, puis merci de l'invitation. Moi, ça avec plaisir pour partager justement une passion aussi. Et donc, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors déjà, on va démarrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais dans la vie, de... Ouais, ouais, ouais. Donc, comme tu disais, moi, je suis géobiologue et consultant en Vastu-Shastra. On en parlait un peu tout à l'heure. Et en fait, moi, j'étais instit en école primaire pendant 15 ans. Et puis, je me suis formé à la géobiologie au moment où je faisais construire en fait ma maison. Mhm. Et ça m'a passionné. Ça m'a passionné. Donc c'était d'abord pour moi au départ. Et en fait, je mettais en pratique vraiment ce que j'apprenais pour ma maison parce que en fait, on n'avait pas d'architecte en plus. J'étais un peu le maître d'œuvre, même si j'avais pas beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Mais c'était une maison en bois, donc c'était avec les constructeurs, c'était bien. Mais voilà, j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'apprenais au fur et à mesure. Mhm. Et puis ça a été vraiment un chemin initiatique, cette construction pour moi. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai continué à me former. Et puis petit à petit, à aller un peu chez des amis, chez de la famille, à faire un peu des choses. Et puis, ça continue à apprendre petit à petit, à tel point que j'ai quitté l'éducation nationale, Mhm. il y a 2 ans, presque, pratiquement, pour en faire mon activité principale. Voilà. Une En grosse gros, passion. voilà, un gros changement. Donc ça, c'est plus pour mon niveau professionnel, mais peut-être pour te donner aussi quelques clés pour comprendre aussi mon approche de la géobiologie. Mhm. Euh, donc moi, en fait, quand j'ai 20 ans, quand j'ai eu 20 ans, je suis parti à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai fait vraiment des rencontres aussi initiatiques, disons qu'au niveau spirituel aussi et au Mexique au début, et puis après, ça m'a ouvert à une recherche. Et j'ai rencontré un maître tibétain, donc j'avais 21 ans, 22 ans, qui m'a bouleversé. Et j'ai Mhm. suivi en fait des enseignements bouddhistes tibétains depuis, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, et voilà, de façon aussi intensive avec tout mon cœur, on va dire. Et voilà, je le dis parce que ça influence aussi la façon dont je travaille sur les lieux et mon Et oui. approche de la biologie. Voilà. Oui, ça t'a Et, façonné un petit peu et ça voilà, façonne tout à fait. ta façon de faire aujourd'hui. Ouais. Voilà, et à côté de ça, je suis passionné par la nature, évidemment, et du voyage, et puis je me suis aussi formé en soins énergétiques pendant un moment. Ok. Voilà, ça fait partie aussi de mon parcours. Et voilà, quoi, en gros. Donc, Ok. pour faire en quelques lignes. Non, c'est pas Présenter. mal. Voilà. Du coup, pour ceux qui connaîtraient pas du tout ou qui connaissent un peu mais qui aimeraient comprendre vraiment, qu'est-ce que c'est la géobiologie? Alors, la géobiologie, donc c'est un vaste sujet, comme tu disais. Mais en gros, enfin, pour moi, comme je le comprends, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans un lieu ou pas, et quelles Mhm. sont les influences qui vont avoir un impact sur un lieu. Donc, en fait, moi, quand j'aborde un lieu, je l'aborde à 3 niveaux principalement, on va dire au niveau des pollutions artificielles, donc c'est-à-dire les pollutions électromagnétiques. Donc là, on est vraiment dans voilà, les champs électriques, les champs magnétiques, toutes les hyperfréquences, tout ça. Je l'aborde aussi sous l'aspect de la géobiologie naturelle. Donc là, c'est tous les phénomènes qui sont liés au sol, donc souterrain, l'eau souterraine, les failles géologiques, tout ce qui est réseau aussi tellurique, donc les réseaux Hartmann, Curie, tout ça. Tous ces phénomènes-là. Mhm. Et puis aussi, moi, ce qui est important pour moi, c'est toute la partie subtile. Oui. Donc, les mémoires des lieux, les ondes de forme, voilà, tout ce qu'il y a autour de cette partie plus subtile encore. Voilà. Mhm. Ouais, Donc, ça ça c'est couvre hyper vraiment des intéressant. choses très vastes, on va dire, dans le sens, voilà, on a des choses très concrètes avec des outils vraiment objectivables, avec des outils de mesure électrique, par exemple. Ouais. On va travailler en radiesthésie, on va travailler, et puis à moi, avec justement ces pratiques de bouddhistes tibétaines sur la partie plus subtile. Voilà. Ok. Pour mon approche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en géobiologie, il y a énormément d'approches différentes. C'est ça, en fonction de Voilà. toi en plus que tu as vécu, du coup tu vas Chacun te avec son demander comment parcours. ça se déroulait, si tu avais des outils particuliers, mais du coup ça va Voilà. être vraiment propre à chaque géobiologue.
Et du coup, toi, tu utilises des baguettes, c'est ça, j'avais un petit peu regardé sur ton site aussi. Voilà, Enfin, alors. tu utilises plein de Ouais, choses. tout à fait. Donc, bon, il y a des choses quand même qui sont communes, hein. En fait, dans la détection des phénomènes, il y a vraiment un tronc commun qu'on va retrouver chez tous les géobiologues, la plupart des géobiologues. Après, la façon de travailler avec ces phénomènes, effectivement, ça peut varier d'un géobiologue à l'autre. Il y a des écoles qui sont très, entre guillemets, ce qu'on appelle les écoles allemandes ou l'école un peu plus scientifique, hein, je mets quand même des guillemets, ou par exemple, quand on va trouver un phénomène enfin, de l'eau souterraine ou des phénomènes souterrains, la règle, c'est simplement de ne pas se mettre sur ce phénomène-là. Ok. D'accord? C'est ce qu'on va privilégier d'une façon générale, mais donc il y a d'autres écoles qui permettent de travailler aussi sur ces phénomènes pour neutraliser leur influence, par exemple. Et Voilà. oui, parce Il y que a- sinon, excuse-moi, tu peux non, non, intervenir avant que la maison soit créée, mais si la maison est déjà créée, par exemple, des fois, on peut pas tout modifier. Donc, il y a quand même des ouais. techniques, il y a quand même des choses à faire. Ouais, tout à fait, on peut travailler sur ces phénomènes, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est que bon, la première étape, c'est évidemment de les détecter, de faire un état des lieux, hein, justement des maisons, ben, des lieux sur lesquels on travaille. Et donc de faire vraiment aussi dans le ressenti, faire enfin, la part des choses entre ces différents phénomènes, en fait, qui Mhm. souvent se juxtaposent et qui vont créer une ambiance particulière sur un lieu. Donc la première étape, ça va être justement de détricoter un peu tous ces phénomènes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui influence ce lieu. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, on a déjà cette carte un peu du lieu, on va dire, avec ces différents plans, eh Mhm. bien, on va travailler sur ces différents phénomènes pour essayer de limiter leur impact, voilà, pour travailler sur ces phénomènes. Ouais, tout à fait. Super, c'est passionnant. Mhm. Donc ça, tu nous en as parlé du coup des outils. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a attiré? Bon, tu l'as dit un petit peu par rapport quand tu as construit ta maison, mais c'était plus, je sais pas comment poser ma question. C'était plus le fait de nettoyer un lieu, c'était plus le fait de découvrir ce qui se passait dans un lieu. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans la géobiologie? Alors, comme tu disais, effectivement, c'était d'abord par rapport à mon propre projet de construction, hein. Ouais. Je voulais faire une maison qui soit saine, en pleine nature, Mhm. qui soit respectueuse de l'environnement, et puis voilà, dans lequel on se sente bien et on y soit bien. Donc c'était ça ma première motivation, mais en même temps, quand j'ai commencé à découvrir la géobiologie, ça fait vraiment écho avec justement tout mon parcours, où Oui. bon, j'étais passionné par l'invisible aussi, hein, parce que là, on est en géobiologie, on étudie principalement des phénomènes qui ne sont pas forcément palpables. Mhm. Alors, voilà, toute cette dimension-là, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mhm. Et puis, alors disons que voilà, cette partie subtile, ça m'a toujours passionné. Et en même temps, j'étais un peu électrosensible. Donc toute la partie électromagnétique, ça a été aussi pour moi une préoccupation importante parce que, surtout sur des maisons en bois, par exemple, qui sont beaucoup plus vulnérables à ces pollutions-là, Ah oui. euh, voilà, il fallait en prendre soin. Et Mhm. donc, ça m'a passionné aussi. Voilà. Ok. Voilà. Et Et, j'ai une question qui me vient parce que du coup, c'est comme tu dis que c'est très subtil. Est-ce que tu arrives du coup à travailler avec des architectes, avec toutes sortes de personnes qui vont construire des maisons? Est-ce qu'ils sont ouverts à tout ça? Ou des fois, c'est un petit peu compliqué? Alors, c'est vrai que moi, je travaille principalement quand même sur des maisons qui sont déjà existantes, hein, Ouais. on va dire, des harmonisations de maisons existantes. C'est quand même Ok. le principal de mon activité. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on peut aussi accompagner des projets de construction. Mhm. Euh, alors, oui, il y a des architectes. Alors, par exemple, moi, je vais parler du Vastu Shastra un peu après. Mais en Mhm. Inde, par exemple, toute construction fait appel à la fois un architecte et un consultant Vastu Shastra. Et les deux sont complètement liés. Il y a des cultures où ces aspects-là c'est naturel. On fait appel Mhm. à, à ces corps de métier quelque part, comme on fait appel au peintre, à l'artisan, mais qui va superviser la construction et voilà, qui va vraiment accompagner à chaque étape du projet, la construction. Et donc, il y a alors, ça, c'est en Inde, mais c'est vrai que dans d'autres cultures, hein, on retrouve c'est pareil en Chine avec le Feng Shui. Voilà, et en Occident, évidemment, c'est un peu moins évident. Plus en retard, ouais. Ouais. Mais ça montre qu'il y a aussi un savoir-faire, hein, qui était là. En fait, il y a un savoir-faire des anciens dans les maisons anciennes, en fait, qui étaient quand même présents. On parle des compagnons, on parle des... Mhm. Et en fait, c'est vrai que, bon, ça dépend un peu des gens, mais on dit souvent à partir des années 60, même un peu avant, des fois, il y a des choses qui se sont perdues parce qu'il y avait une demande de construction qui était déjà dans des délais de temps qui sont beaucoup plus rapides, avec des matériaux différents. On a amené le béton, on a amené voilà, d'autres matériaux. Donc, il y a des savoir-faire qui sont perdus, même ici chez nous, en fait. Oui. Voilà.
Oui, parce qu'au final, la géobiologie, c'est que même si c'est une nouvelle pratique, on va dire, on est quand même sur des choses qui sont ancestrales. Parce que, Exactement. alors du coup, là, je dévie complètement dans mes questions. On va aller sur des questions Pas des allers-retours. plus loin, mais c'est pas grave. Moi, je pense aux cathédrales, aux églises, ces lieux qui sont pas du tout placés par hasard. Donc, c'est que déjà, à l'époque, on savait qu'il y avait des choses, qu'il y avait... Et ça remonte même à la préhistoire, parce qu'en fait, si on regarde les sites mégalithiques, tous les dolmens et enfin, les menhirs, etc., ils sont pas placés là par hasard, en fait. Mhm. Ils sont tous sur des points particuliers, avec sûrement un rôle particulier. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que même les chapelles qui ont été construites par la suite il y en a beaucoup qui ont été construites sur ces sites où il y avait des sites, des pierres ou voilà, des alignements de pierres, etc. Mhm. Donc, parce qu'il y avait, et en fait, voilà, elles sont pas placées par hasard la plupart du temps. Oui, Donc, surtout c'est des ça. petites chapelles qui sont un peu à l'extérieur des hameaux, ou ce genre de choses. Mhm. Elles ont toujours une histoire qui sont liées un peu à ça. Et Donc oui, il y a un savoir-faire. Il y avait un savoir-faire évidemment sur donc, toutes les constructions sacrées, hein. Donc les cathédrales, oui, bien sûr. Là, les lieux, c'était quand même... Enfin, puis on le sent quand on rentre dans les lieux, je trouve. Enfin, pour ceux qui sont sensibles à ça, mais ouais, tout à fait. il y a vraiment quelque En chose. fait, ce savoir ancestral, quelque part, effectivement, la géobiologie, elle a remis un peu au goût du jour, elle a réactualisé certaines choses, hein, mais qui sont très anciennes, et elle y a apporté cet aspect, alors sur différents types de pollution qui n'existaient pas à l'époque, justement, Mhm. comme je disais tout à l'heure, sur tout ce qui est pollution électromagnétique, tout ça. Donc voilà, c'est dans les années, on va dire 60, où il y a des chercheurs géobiologues hein, qui ont essayé de regarder, enfin de travailler sur l'impact aussi des réseaux telluriques sur la santé, sur le Mhm. docteur Hartmann par exemple, voilà, c'est pour les grandes figures de la géobiologie moderne, Mhm. voilà, qu'on réactualisait un peu ça et qu'on essayé d'y amener comment dire, cet aspect un peu plus scientifique, même si ça reste une discipline qui n'est pas scientifique à proprement dit. Voilà. Oui, officiellement, mais à force, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent se lier au final, comme je vois dans la médecine, pour moi par rapport à la naturo, au final, des fois, on se rejoint, mais c'est vrai qu'il faut quand même tout bien séparer dans le monde dans lequel on est. Voilà. Et ce qui est passionnant, c'est en fait, juste pour redire ça, c'est que Oui, dans oui. toutes les cultures, on retrouve hein, ce savoir-faire. On le Oui. retrouve ben, en Chine avec le Feng Shui, en Inde avec le Vastu Shastra, on le retrouve même chez les Amérindiens. Enfin, il y avait vraiment une conscience de l'environnement dans lequel on habite, la façon de construire, tout ça. Il y avait vraiment, dans les Indiens d'Amérique du Nord, enfin voilà, il y a vraiment des savoir-faire qu'on retrouve dans toutes les cultures. Voilà. Mhm. Une connaissance des énergies de la Terre, voilà, de tout ça, c'est universel quelque part. Voilà. Oui. Évidemment, on s'est un peu déconnecté de cette partie-là. Bon. Mhm. Non, Mais on redécouvre petit à petit des choses. Je pense que c'est une préoccupation qui revient, évidemment, parce qu'on oui. était tellement loin dans l'autre sens que ben, on a besoin de retrouver euh, c'est- cette connexion à la Terre un peu plus profonde, quoi, hein, je Mhm. pense. C'est pour ça que je le Et je ressens. pense que le Covid y a été pour beaucoup parce que avant, j'ai l'impression qu'il y a un peu une ère avant et après Covid. Enfin, pour ma part, j'étais dans un appartement à Montpellier, vraiment vu sur un immeuble. Et le Covid, ça m'a vraiment fait un gros, ça m'a mis une claque et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'ai besoin de nature, c'est plus possible. Et voilà, je suis partie à la montagne et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a plein Mm. de gens qui ont laissé leurs appartements à Montpellier. D'un coup, on s'est retrouvé avec énormément d'immobilier libre et puis ils sont tous Ouais. partis dans la nature, dans les petits villages autour, voire plus loin, à 40 minutes de Montpellier. Parce qu'en fait, les gens ils se sont dit, mais vu le temps qu'on passe chez nous, on a vraiment envie de se sentir bien chez nous. Et Ouais. ça, c'est quelque chose, je pense, qui revient un petit peu, même avec le feng shui, le fait de vraiment harmoniser son intérieur, de décorer, c'est quelque chose qui, pour qu'on s'y sente bien, parce que c'est pareil, les couleurs qu'on va voir chez nous, ça va avoir un impact sur nous, enfin tout, la disposition des meubles. Donc je pense que c'est quelque chose qui revient un peu à l'ordre du jour, qui a peut-être un petit peu été suspendu pendant un temps, et là maintenant, le bien-être revient énormément, et ça passe par notre chez-soi, Et quoi. on passe beaucoup plus de temps chez nous, en fait, justement depuis le Covid. On a investi les lieux différemment. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi de plus en plus avec le travail à distance, le Oui. télétravail, etc. La maison, c'est devenu non seulement un lieu où on dort, etc., mais aussi un lieu où on travaille, donc on y passe beaucoup plus de temps. Mhm. Et donc forcément, si on y passe plus de temps, bah, on a envie d'être bien chez nous, que ce soit un lieu qui soit ressourçant, dans lequel on se sente bien, voilà, à tous les niveaux.
Et évidemment, si les lieux si c'était juste pour dormir, enfin, avec un rythme un peu métro, boulot, dodo, bon, quelque part, on prend moins soin de cet aspect-là, parce qu'on n'y passe pas beaucoup de temps, on dort, et puis vu qu'on est fatigué, on dort quand même, donc voilà, il n'y a pas de souci. On se pose. Mais c'est vrai que ce soin à l'habitat, je pense que cette préoccupation, elle revient, et ça va continuer, je pense, dans ce sens-là, ça va être de plus en plus important. Enfin, c'est Mm. comme ça, en tout cas. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Du coup, j'avais une question. Est-ce que tout le monde peut être géobiologue ou est-ce qu'il y a des prédispositions à avoir? Qu'est-ce que tu en Non, penses? dans l'absolu, tout le monde peut être géobiologue. C'est pas des dons. Enfin, moi, je ne le vois pas de cette façon-là. Je Mhm. pense que chaque être humain a des capacités développer ces sensibilités-là. Mhm. Après, évidemment, on a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres, hein. Ouais. Mais on peut travailler, ça se travaille. Voilà, c'est aussi un cheminement. Et euh, dans l'absolu, il n'y a pas de frein. Alors, il faut être passionné, il faut avoir envie de travailler sur soi aussi, quand même. Il y a cet aspect aussi de. Enfin, pour travailler sur les lieux, quelque part, c'est comme si on donnait un soin au lieu, hein, d'une certaine façon. Oui. Donc, Mhm. évidemment, la façon dont notre hygiène de vie, etc., je crois que c'était une des questions, et ça fait partie de ça. Et donc, et alors, par contre, on ne devient pas géobiologue en 2 jours. Voilà, ça, c'est important pour moi de le dire. Ouais. Des fois, on voit des gens qui disent, bon, j'ai un week-end ou une semaine de géobiologie pour devenir professionnel. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que c'est évidemment, on peut apprendre beaucoup de choses en 2 jours, en une semaine. On peut commencer à se connecter à cet univers-là, apprendre certains outils, prendre vraiment des choses. Mais pour développer vraiment cette capacité à discerner tous ces phénomènes, je pense que voilà, c'est quelque chose qui se transmet un peu quand même sur le temps, sur un temps qui est un peu plus long, et Mhm. avec l'expérience, hein, en tout cas. Mhm. Euh, c'est comme si je sais pas, on disait, on devient médecin en 2 jours, quoi, comme tu disais, on a Ouais. beau, n'importe quelle discipline, Ouais, c'est un peu le problème bah, avec Internet maintenant, il y a tout qui se crée un peu comme ça, se développe comme des champignons et malheureusement, on ne sait plus vraiment ce qui est juste, ce qui ne l'est pas et il faut vraiment prendre conscience, comme pour ta formation de géobiologue, Hmm. un week-end, est-ce qu'on va vraiment amener ce qu'il faut à quelqu'un et se dire professionnel? Est-ce qu'on se sent C'est ça. légitime pour donner les bons conseils et pas donner du vent parce que c'est pareil que pour être naturopathe, hein, pour 49 euros, j'avais vu en un week-end, on pouvait être Oui, c'est naturopathe. ça. C'est C'est quand ça. même incroyable parce que les Et- conseils qu'on donne aux gens, c'est leur corps humain. Enfin, c'est, ouais, ça peut avoir des conséquences très graves si on ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir. Donc, faut quand même garder ça en tête et que si on veut faire quelque chose de bien, il faut aussi aller profondément dans les formations et dans toutes les connaissances parce que sinon, j'ai peur que ce soit pas. ouais. Et puis on a une responsabilité, comme tu dis, et puis même par rapport justement à cette discipline, quand bah, quelqu'un se dit professionnel au bout de 2 jours, bon, bah, effectivement, Mm, j'allais dire, la façon dont on va percevoir cette discipline elle va être affectée aussi, quoi, hein. c'est ça. C'est- C'est le gros problème on cherche des raccourcis, on cherche des raccourcis sur des choses c'est pas- bah, il n'y a pas de raccourci, quoi, quelque part, hein. C'est un peu. Non, ben en Et pour fait, te comme donner c'est un. pas encore, enfin, l'État ne ne met pas son nez dedans, on va dire, et du coup, c'est pas réglementé, et ben, je pense que tant que ces professions ne seront pas réglementées, on aura de tout. Et après, c'est aussi la responsabilité de chaque personne, en prenant rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit un géobiologue, un naturopathe, peu importe, de vérifier en fait ce qu'elle a fait avant, parce que c'est vrai que ben, tout le monde peut se faire une plaque et dire je suis ça, Ouais. mais Donne un voilà, diplôme, voilà. Mais c'est ça. effectivement, en géobiologie, il n'y a pas de diplôme d'État, par exemple. Oui. Tu vois. Mm. Donc, des fois, on voit les écoles françaises, internationales, de machin. Oui. Oui, et c'est des associations privées, hein, d'abord, il n'y a pas de. Ben oui, c'est tout le temps du Donc, prix. ça reste, c'est pas il y a rien qui est reconnu vraiment officiellement, hein. Donc, Mhm. même si de plus en plus, il y a même dans des collectivités qui font travailler certains géobiologues, etc. Mais au niveau officiel, voilà. Mais ce qui est intéressant, par exemple, au niveau de cette transmission, moi, justement, dans le Vastu Shastra, hein, qui est un art sacré indien de l'habitat, qui est l'ancêtre du Feng Shui, en fait. Par exemple, moi je me forme avec une enseignante, qui est à moitié en Inde, à moitié ici en France, et ça fait 1 an et demi que je la suis autant que je peux sur le terrain. Donc il y a une partie où on apprend, il y a des journées un peu de formation théorique, mais la transmission, elle se fait vraiment sur le terrain, en faisant à ses côtés, et c'est là qu'on apprend. Il y avait une façon, par exemple, dans ces arts sacrés indiens, de transmettre ses savoirs et ses savoir-faire, ses compétences, qui ne sont pas simplement théoriques. Il y a vraiment aussi une sensibilité, une façon de voir comment réagir le lieu après chaque action qu'on va poser. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transmet petit à petit.
Et ça, Mhm. moi, je trouve ça magnifique parce que c'est là qu'il y a vraiment quelque chose d'authentique qui se transmet aussi. Ouais. Ah Ouais. ouais, c'est fou. Je me dis, déjà, je pense qu'il faut être très à l'écoute de ses ressentis, déjà pour capter pour une personne, déjà ce qu'elle ressent quand on fait un soin énergétique ou autre. Mais je me dis, pour une maison, ça me paraît encore plus. Il faut être encore plus. C'est encore plus subtil, j'ai l'impression, du coup. C'est les mêmes principes, en fait, en termes Oui, de c'est vrai, c'est le c'est pas principe. si loin, c'est pas si éloigné que ça, finalement. Il y a des phénomènes un peu différents, mais en termes de capacité de ressenti, quelque part, c'est assez proche, hein, quand même. Oui, c'est là, c'est pareil. Ouais. Du coup, oui, je voulais te demander si tu avais une hygiène de vie particulière pour pouvoir être Ouais, géologue moi, et être à l'écoute. j'ai une hygiène de vie, mais qui n'est pas forcément liée à la géobiologie, Mm. mais qui, quand même, je pense, est importante parce que, effectivement, si on fait la fête en permanence, qu'on arrive, qu'on a trop bu, on ne peut pas travailler en radiesthésie sur des parties subtiles. Voilà, je ne sais pas si on Mhm. n'a pas un minimum d'hygiène, je pense, de vie, parce que chaque lieu est différent, donc il y a justement cette capacité d'écoute, de ressenti. Moi, enfin, pour moi, on travaille avec nos corps subtils, hein, quelque part. Mhm. Et donc nos corps subtils, s'ils sont un peu abîmés, s'ils sont pas en bonne santé, Eh eh oui. ben, ça va limiter notre capacité à ressentir les choses et avoir un impact vraiment aussi sur le lieu. Donc oui, bah, moi, mon hygiène de vie, c'est comme je te dis, c'est des pratiques de méditation, de bouddhisme tibétaine. Après, elles sont propres, mais j'allais dire, quelle que soit cette pratique-là, c'est toujours en tout cas un plus pour faire une activité comme ça. En tout cas, le yoga, je sais pas, voilà, n'importe quelle Oui, pratique. je pense qu'il faut quand même être au minimum aligné et comme tu l'as dit, tu as fait un travail sur toi aussi et c'est comme ça que tu peux être à l'écoute de tout, que si tu es un peu désaxé et bah, forcément, ce On sera met des peut-être... filtres, on met des filtres sur ce qu'on reçoit, quoi. Donc, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important. C'est vrai que c'est important. C'est comme quelqu'un qui donne des soins à une personne. Voilà. Pour moi, je le mettrais au même niveau dans le sens où quelqu'un qui donne des soins à quelqu'un, mais qui est lui-même est pas bien ou pas aligné, et pas, voilà, pas Mm. un minimum d'hygiène de vie, bah, il y a quelque chose qui va pas être juste dans l'échange, quoi. Ouais. Bah, c'est clair, même juste pour un massage, bon, même s'il y a de l'énergie qui passe en faisant un massage, mais moi je le vois, je sais que je vais pas boire une goutte d'alcool si je masse, je sais que, enfin, je le sens qu'en fait ce sera pas du tout la même chose, et même Mm. de pas manger, par exemple, ne pas manger un énorme plat juste avant d'aller Ouais. masser, enfin, c'est des choses Ouais. bêtes, mais en fait la digestion, ah, Mm. je sais pas si tu as eu le petite chose qui s'est affichée, bon, Non, c'est pas bon. on refera Ouais. une petite vidéo. Hop. Mais voilà, c'est un tout et je pense que c'est un peu pareil du coup dans toutes les pratiques pour rester aligné et rester centré sur soi. D'accord. Du coup, tu as un petit peu parlé du Vastu Shastra, parce que tu es aussi consultant à ce niveau-là. Est-ce que tu vas en me dire plus? En fait, voilà, je m'en dors plus parce que je suis encore en formation. Ok. Justement, c'est ça dans le sens où, bah, comme je te disais, en fait, moi, j'ai fait une première formation d'une semaine là, avec un institut. Ça n'a pas matché au niveau de la façon de concevoir cette formation. Mais par Mhm. contre, après, j'ai retrouvé une enseignante avec qui, justement, bah, que je peux accompagner facilement dès qu'elle est là. Et donc, il y avait vraiment cette transmission. Alors, le Vastu Shastra, c'est vraiment une discipline, on appelle, en Inde, c'est la science de la manifestation de l'énergie dans la Ouais. matière. Donc, comment on passe de quelque chose, enfin voilà, comment amener cette énergie universelle quelque part dans un lieu. On considère qu'à partir du moment où un lieu est clos, enfin, il y a quatre murs quelque part, il va y avoir une certaine vibration. Et Mhm. donc, on va essayer d'harmoniser au mieux. Donc là, c'est là où on va rentrer dans la géométrie sacrée, dans les proportions, dans tout l'aspect comment dire, genre, sacré de la construction, Ouais. mais comment faire en sorte que le lieu résonne en harmonie avec, avec le prana, l'énergie vitale, avec cette énergie universelle, et puis avec l'énergie des personnes aussi. Mhm. Comment aligner ces De différentes tout. énergies. Ouais. Voilà. Mais c'est vraiment une très, très belle discipline. Voilà. C'est vraiment une très belle discipline, bon, qui est complémentaire hein, avec la géobiologie. Il y a des choses voilà, qu'on retrouve, mais qui travaille vraiment sur l'aspect structurel aussi des lieux, c'est-à-dire l'orientation cardinale, par exemple, ou par où on va faire entrer l'énergie. Donc, c'est un peu comme un yoga de l'habitat, si on peut le définir. Ok. Euh, voilà, donc il y a plein euh, voilà, on travaille sur la forme des pentes, les proportions de la maison, enfin voilà, plein de choses qui fait que le lieu va vraiment avoir une très belle énergie et voilà. Mhm. Voilà. Parce que j'avais vu que tu pouvais mettre aussi des aimants ou des pierres en fonction à certains endroits. C'est pour un peu On travaille, recapter.
En fait, on travaille principalement alors, avec soit des cubes de marbre ou Ok, des petites pièces de cuivre, en fait, d'accord. qui vont faire circuler l'énergie. Et avec ça, en fait, on peut, par exemple, sur une maison qui va être trop en longueur, ou je sais pas, ou un terrain qui a une forme un peu qui va pas être harmonieuse, on va pouvoir redessiner énergétiquement, donc à partir de ces outils-là Mhm. euh, pour redonner une forme, par exemple, pour se rapprocher du carré, pour faire entrer l'énergie, par exemple, qui vient plutôt de l'Est, par exemple, qui est plutôt une entrée qui est recherchée au niveau de l'ouverture de la maison. Enfin voilà, on peut retravailler sur plein de choses, en fait, comme ça. Mhm. Euh, et ce qui est intéressant, et puis c'est aussi à l'intérieur de la maison, comment sont répartis les espaces. Qui vont être plutôt liés à certains, en fait, les éléments, enfin, chaque partie de la maison va être liée à certains éléments. Et donc, il y a des pièces qui vont être pour lesquelles ça va être plus approprié, on va dire, de se retrouver dans cette zone-là. Par exemple, je sais pas, de mettre la cuisine dans la zone feu, Oui, ce genre de choses, qui fait ok. que voilà, ça va être en résonance et que ça va, au contraire, voilà, ça va être plutôt bénéfique pour les gens qui y habitent. Mais on peut, sans tout changer, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a des façons de travailler sans avoir à changer la cuisine, d'harmoniser les lieux, justement, avec tous ces outils, avec tous ces. Voilà. Et de la géométrie sacrée, du coup, aussi. Voilà, et par exemple, dans le vaste de la construction, donc, quand il y a vraiment des projets de construction, alors on s'inspire des principes sacrés des constructions des temples, en fait, hein, au départ. Et il y a des calculs très précis, ce qu'on appelle les ayadis, comme des formules mathématiques qui permettent de calibrer exactement enfin, toutes les proportions de la maison, la distance avec la clôture, l'orientation. Voilà, c'est assez, on rentre dans un monde qui est Hyper passionnant. détaillé. Mm. Ouais, passionnant, mais vraiment avec une connaissance très, très précise sur ça. Et c'est vrai qu'on rentre dans un lieu qui est harmonisé Vastu, enfin, pour moi, ça amène le lieu encore plus loin. Voilà. C'est ça que je suis en train de découvrir et d'expérimenter, hein, c'est qu'on amène le lieu vraiment encore plus loin. Il y a cette dimension un peu spirituelle aussi, hein, Mm. qui fait que dans un lieu Vastu, on dit que quelqu'un qui habite dans un lieu Vastu, bah, quelque part, ça va aussi favoriser son épanouissement, mais à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau la prospérité. Voilà, c'est un peu toute on va être au mieux un soutien au mieux de ce qui peut être dans cette vie. Voilà, un peu, un peu cette dimension-là. Mais là, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser au temple de l'Érabling, puisque j'ai vu que tu y Hein. allais régulièrement et j'ai pas mal fait des journées portes ouvertes là-bas quand j'étais encore Ouais, proche de super. Montpellier. Et c'est vrai que c'est un Ouais, lieu, parce qu'on parlait ouais, des cathédrales et des églises, mais en fait, peu importe la religion, peu importe, enfin, là-bas aussi, je pense qu'il y a quand même quelque chose parce que c'est un lieu qui, ouais. Oui, c'est un lieu pour moi qui est. Bon, je suis connecté avec ce lieu depuis 20 ans, hein, et j'y retourne très régulièrement et bon, j'ai passé du temps. Et ah c'est vrai que c'est un lieu qui a été. Déjà, c'est sur Langares, ça c'est le lieu des sources. ouais. Euh, et c'est sur un massif qui est un ancien massif volcanique aussi. Ok. Et il y a toute une géomancie aussi pour construire les temples. Voilà. Là aussi, c'est tout un univers. On rentre. Il est passé d'une certaine façon. Il y a tout un tas de rituels aussi qui fait à chaque étape. Et puis, c'est un lieu qui a accueilli énormément de maîtres bouddhistes de toute la Terre, on va dire, de toute la planète, Mm. et avec des pratiques qui ont été faites. Donc là, c'est un lieu pour moi très, très, très particulier. Chargé en énergie aussi, Ouais, par la ouais, présence de ces personnes qui, on va dire, sont ouais, très spirituelles, très alignées, ça ouais, laisse des ouais. traces. Tout à fait. C'est des lieux sacrés qu'on retrouve hein, dans plein de traditions, évidemment. Hein. C'est qui sont pas liés au bouddhisme tibétain, mais c'est un des lieux pour moi voilà, vraiment une connexion du cœur avec ce lieu. Ouais. Mhm. Voilà. Euh, alors après, ça, c'était des petites questions un peu techniques, on va dire, pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont courantes, que tout le monde fait, qui seraient à éviter pour que, dans l'aménagement de son espace, pour qu'il soit vraiment le plus harmonieux? Je pense que bah, quand on connaît pas trop, on doit faire forcément des erreurs. Oui, alors, il y a toujours plein de choses, mais dans des petits, je pensais à, quand j'ai vu ça, de petites choses un peu assez faciles voilà, à mettre en place. Par exemple, des erreurs qu'on fait des fois, c'est de mettre un miroir en face de la porte d'entrée. Ok. Alors on retrouve ça dans le Feng Shui, mais dans le Vastu Shastra aussi, c'est-à-dire que quand l'énergie rentre par la porte d'entrée, si on met un miroir en face, elle repart. Donc c'est-à-dire que le lieu ne va pas être nourri par l'énergie. Qui rentre, ouais, Ouais. ok. Ah ouais. Voilà, c'est juste, donc les miroirs, par exemple, les emplacements, on dit, pareil, dans une chambre, Ouais. on conseille de ne pas mettre de miroir dans lequel on se verrait quand on est dans son lit. D'accord. Et donc là, il y a plein de raisons différentes, mais par exemple, tout ce qui est réseau tellurique, etc., les réseaux Hartmann, Curie, tout ça, ils sont reflétés
dans le miroir. Donc en fait, ça va amplifier s'il y a des phénomènes un peu pathogènes, par exemple, ça va amplifier ces phénomènes. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et ouais, Euh, c'est fou parce que les miroirs, je pense que tout le monde a un miroir dans sa chambre. Et on me l'a dit récemment parce qu'on nous, on a déménagé, on a fait l'expérience d'avoir été dans une vieille maison qui était une ancienne grange. Et alors bon, ça s'est pas très bien passé avec le propriétaire, mais en plus, on s'y sentait très mal et j'avais jamais vécu ça, vraiment d'être dans un lieu où je me sentais aussi mal. J'entendais des pas la nuit, mon chat, il courait après les pas la nuit. Donc tu te dis, bon, quand même, je suis pas folle puisque le chat aussi, il entend. Et vraiment, c'était la première fois que j'étais dans un lieu où j'ai été aussi mal. On a réussi à déménager, bien que ce soit compliqué dans ma région. Et on se sent très bien dans ce nouveau lieu. Mais dans la chambre, il y avait un truc au début, tu vois, où on dormait pas très bien la nuit, on faisait des rêves pas possibles. Et du coup, je sais pas, j'ai eu un peu l'info de mettre une améthyste dans ma chambre. Donc j'en ai une grosse pierre d'améthyste, je l'ai mis, ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, mais t'as pas un miroir? Et bah, c'est la porte du placard. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué alors, à et enlever. souvent, ça, j'en retrouve. T'es pas la seule. Des grandes penderies où il y a un grand miroir au niveau du lit. Alors, il y a une solution toute simple, c'est de mettre un rideau devant. Si tu peux pas, parce que là, tu vas pas enlever toute la penderie, des fois, bon, c'est compliqué. Et juste Bah de là, mettre un rideau qui couvre, en fait, qui couvre et quand tu en as besoin, tu l'ouvres, tu vois, et tu refermes quand. Et ça, c'est voilà, c'est une solution. surtout Ça pour la arrive nuit ou la journée, ça peut avoir un impact pour toi aussi. au moment où tu restes. Alors, c'est sûr que quand c'est surtout quand. Disons que l'impact, il est plus fort au moment du sommeil. Parce que le moment où on dort, bon, c'est un moment où on est censé se ressourcer et voilà, récupérer notre journée, etc. Et en fait, on est aussi à ce moment, on est beaucoup plus vulnérable à toutes les influences extérieures de ce type de phénomène parce que nos défenses naturelles sont plus perméables, on va dire. Mhm. Donc, du coup, en particulier au moment où on dort, voilà. Mais moi, j'allais dire, tu l'ouvres juste quand on a besoin. Ok. Alors, Voilà. la Et vitesse va puis, s'arrêter. Elle va bientôt s'arrêter. C'est juste je, pour te dire là, qu'on je peux, va refaire une. Je vais te renvoyer un lien. ça Hop, marche. parti. Et du coup, tu as des petites techniques pour améliorer l'harmonie Alors, dans un espace autre que. alors, pas forcément technique, mais dans les choses que je retrouve très régulièrement. Et alors, juste ça, c'est plus pour la qualité du sommeil. Mm. Souvent, au niveau du lit, justement, on a une lampe de chevet sur lesquelles il y a plein d'objets qui sont connectés, branchés. Donc, souvent, le téléphone qui est chargé, une lampe de chevet, un chargeur, enfin, voilà. Il y a plein, un réveil, etc. Et en fait, ces objets-là, à partir du moment où ils sont sous tension, ils émettent des champs électriques, des champs magnétiques. Et ça peut vraiment perturber le sommeil. Et ça, en fait, je le retrouve très régulièrement. Et en fait, de simplement éloigner ces sources-là ou alors de brancher dans le bon sens, enfin, c'est encore un autre sujet, mais les lampes de chevet qui ont que deux broches, par exemple, Mhm. ça permet de limiter cette pollution-là et donc, du coup, d'améliorer aussi la qualité du sommeil. Voilà. Ok. Oui, il y Un a petit- plein de choses à savoir, je me rends compte. C'est un métier qui a l'air. Ça a l'air. Alors, certes, tu as l'intuition, tu as le ressenti, mais il y a quand même aussi plein de Oui, petites choses. évidemment, il y a une partie quand même assez il y a beaucoup de choses à connaître aussi quand on aime commencer. Donc, surtout, enfin, voilà, il y a plein de. Il y a une partie, en fait, c'est ça qui est passionnant pour moi, c'est que c'est un métier où il y a à la fois cette partie très rationnelle, très pratique, il y a des savoirs à connaître, etc. Et une partie beaucoup plus sensible, intuitive. Voilà, et on touche à plein de choses différentes. Et moi, je me régale avec, avec ces différentes dimensions, on va dire, voilà, de rapprocher un. Alors, du coup, après, je voulais te parler un petit peu des lieux. Donc, on a un peu parlé de l'Érabling, mais des lieux célèbres ou historiques euh, où l'énergie serait particulièrement forte. Du coup, tu as pas mal voyagé, donc peut-être toi, tu as des lieux à nous donner aussi. Et ça a dû ressentir pas mal de choses vu ton chemin de vie et tout ça. Et voilà, voir un peu tes retours sur des lieux comme ça. Peut-être, moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses différentes, hein. Je ne connais pas tout, hein, évidemment. Mhm. Donc, mais juste pour partager ceux que je connais, sur lesquels j'ai été, dans les lieux qui sont pas très loin aussi, parce qu'il y a des lieux magnifiques ici. On n'a pas besoin Oui. d'aller à l'autre bout du monde pour trouver des lieux avec des très belles énergies. Il y a la Sainte-Baume, pour moi, qui est vraiment un lieu très, très particulier, avec une très, très belle énergie. Moi, Mhm. j'adore. C'est vraiment un lieu que je trouve très fort. Il y a aussi à Montserrat, en Espagne, à côté de Barcelone. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça, je connais pas du tout. C'est une chaîne de montagnes. Alors, il y a une
enfin, il y a une église, c'est un centre spirituel chrétien aussi, mais, mais qui est qui est sur un lieu très particulier. Voilà, sur un lieu très particulier, avec des belles balades à faire au-dessus, là, avec des montagnes avec des formes très spéciales. Ouais, c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup. Voilà, évidemment, après, bon, moi, quand j'ai voyagé un peu en Inde, là, des fois, je me suis retrouvé dans des endroits où il y a des grottes, où il y a des maîtres qui ont pratiqué pendant des années, là, où il y a des énergies incroyables. Ça, il y a vraiment des lieux très, très spéciaux, comme ça. Bon, alors moi, c'est aussi lié avec justement avec des lieux sacrés bouddhistes que je connais un peu plus, parce que quand je suis parti, quand j'avais 22 ans, je suis parti 4 5 mois là-bas et j'ai fait mon pèlerinage un peu aussi, un peu sans avoir prémédité, on va dire. Mais je me suis retrouvé sur plein de sites qui sont vraiment très, très chargés. Mais voilà, c'est ceux qui me viennent un peu comme ça. Oui. Mais en fait, il y a beaucoup d'endroits, même dès qu'on va dans les montagnes, voilà, qui ont de très belles énergies, quoi, faut les découvrir C'est vrai aussi. qu'on se dit forcément enfin, qu'il faut partir pour voir, mais en fait, en France, on Mhm. a quand même beaucoup de choses. Donc, Il y a des lieux qui sont Bob, vraiment comme magnifiques, tu le ouais. dis, je recommande à toutes les personnes qui seraient dans le sud ou qui seraient pas loin, parce que c'est une balade qui est incroyable. Et puis, quand on arrive au niveau de la grotte, enfin, il y a vraiment une énergie, c'est vrai que c'est fou. Nous, on avait pareil dans le Jura, on avait été faire une visite d'une grotte, parce que c'était fou. J'adore tout ça et j'avais jamais visité une grotte. Et donc, mon compagnon m'a poussé à ce qu'on aille se balader et on est tombé sur un truc, mais c'était pareil, c'était incroyable. On a eu une chance folle parce qu'en fait, il y avait que des groupes de 60 personnes. Donc, je pense que 60 personnes dans une grotte, ça doit être assez bruyant. Surtout que c'était des grottes qui faisaient, je sais plus combien, un truc genre 50 mètres de hauteur, c'est possible ça? 50 Oui, mètres. oui, bien sûr. Et en fait, Ouais. à l'époque, ils se retrouvaient là, alors qu'ils avaient des moyens d'accès hyper compliqués pour faire des concerts avec leurs instruments et tout. Et donc, la fille, nous, on avait pris le dernier créneau de la journée et on était quatre à faire la visite. Et elle nous Mhm. dit, oh, vous avez une chance, d'habitude, on est 60. Et elle nous dit, ça vous dérange pas si je chante parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais à chaque fois, il y a trop de monde. Mais là, c'était juste une expérience qui était magique. Elle s'est mise à chanter la musique du Seigneur des Anneaux dans cette grotte avec une résonance incroyable. Et vraiment, on a passé un moment, mais hors du temps. Et voilà, c'était dans le Jura. On n'aurait jamais cru que qu'on allait Ouais. faire ça ce jour-là. Mais en fait, voilà, il y a plein de choses qui sont à portée de main et se renseigner. Et puis aussi, c'est y aller parce que ça va peut-être résonner pour certaines personnes et d'autres non. J'ai un peu l'impression des fois que c'est comme un portail, que ce soit quand on part en voyage ou même quand on va faire une balade dans la nature. Et on ressort un peu toujours changé. Il y a des choses qui se passent, je Mhm. pense, dans le Tout à subtil. fait. Et Ouais, ça, c'est vraiment ça. Il faut que les gens se poussent à aller dehors et à aller tout à découvrir ce fait. qu'il y a autour. Ce qui est important dans ce que tu dis aussi, c'est que le fait que vous n'étiez pas nombreux, d'avoir ces moments de qualité. C'est sûr que même un lieu sacré, quand il y a beaucoup d'activités, quand il y a beaucoup de choses, on va pas ressentir la même chose, on va pas pouvoir se connecter à cette partie subtile aussi facilement. Et ces lieux où on a la chance justement de pouvoir y accéder, où il n'y a pas trop de monde, donc on est vraiment aussi, même la façon de nous-mêmes de se relier à ces lieux-là, en fait, le même lieu, on peut s'y connecter complètement différemment. Ouais. Je sais plus, en fait, il y a aussi, même dans ces lieux sacrés, même des parcours un peu initiatiques qui permettent d'accéder aussi à cette dimension un peu plus profonde des lieux, qui nous préparent, même énergétiquement aussi, à arriver au cœur du lieu où il y a vraiment cette énergie très forte. Et bon, ça, c'est justement toute la partie de la géobiologie sacrée aussi, hein. On peut apprendre un peu ça. Mais voilà, et en tout cas, d'y aller avec cette ouverture et de prendre le temps de monter. Si on monte, je pense à l'histoire de la Sainte-Baume par exemple, on peut y monter je sais pas, avec un casque, avec de la musique ou avec quelqu'un, on parle pendant toute la montée. Bon, bah, on va arriver sur place, on va pas ressentir la même chose. Mais toute la partie justement de monter, si on prend le temps de ressentir à chaque étape s'il se passe des choses en nous, c'est d'être juste ouvert, tout simplement. Et d'avoir cette attitude d'ouverture, de disponibilité. Et voilà, juste de prendre le temps et d'y aller en silence éventuellement, voilà, pour se connecter à ces lieux-là. Ouais. Ça permet bah, voilà, d'y aller beaucoup plus en profondeur. Du Ouais. coup, là, on a parlé des énergies qui sont particulièrement fortes, on va dire dans le positif. Mm. Est-ce que tu as eu des lieux pour toi où quand tu as mis les pieds, c'était vraiment très négatif et où tu as ressenti des... Alors, je parle de lieux célèbres pour que les gens puissent un peu s'identifier, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans des lieux où tu avais du mal à y rester? Oui, oui, ça peut arriver. Et c'est vrai que même, oui, il y a des lieux, oui, il y a des lieux où
on se sent pas bien, quoi, naturellement. Alors, j'allais dire même que des fois, quand je fais des expertises de géobio, ça m'arrive d'arriver dans des lieux où c'est assez fort, quoi. Les perturbations sont assez fortes, donc à différents niveaux, etc. Après, il y a des lieux qui sont encore plus marqués, bah, comme tu dis, les lieux célèbres. Alors, je sais pas, moi, j'ai- là, j'ai pas d'exemple en tête. Je me souviens une fois, je crois que c'était je sais pas, c'était à Bourges. On avait un Airbnb juste à côté de la cathédrale. Et on Mhm. avait senti des trucs très très forts à cet endroit-là. Voilà. Et puis après, on avait commencé à... On n'avait pas dormi la nuit. Et enfin, parce que après, c'est chacun aussi à fonction de sa sensibilité. Enfin, Ouais, j'avais dit, il y a des gens, bon, tu vas les mettre n'importe où. Bon, ouais, ça, qui sentiront voilà. pas forcément. Et puis d'autres qui vont être très sensibles, donc ça va être au contraire, ça va les influencer. Et puis pas la même chose pour les mêmes personnes. Bon, ça dépend un peu des gens. Mais voilà, il y a des... Oui, évidemment, il y a des lieux qui sont... Dès qu'on rentre, ben, on se sent pas bien, quoi. Il y a des... euh, je sais, Bah, ça me fait, on va voilà. rebondir sur la question, du coup, les lieux gardent les mémoires, hein, Voilà. ça, je pense que un jour, j'ai fait le rapprochement. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit qu'elle était trop contente de déménager alors que c'était sa maison de famille. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Et elle me dit, mais en fait, elle avait vécu une période très compliquée où elle avait tellement pleuré dans sa chambre. Elle me dit, je te jure, ma chambre, elle est imprégnée bah, de tout ce que j'ai vécu. Et elle était trop contente de repartir sur une nouvelle base et de déménager ailleurs. Et donc, ça, c'est, on va dire, à faible échelle. Et moi, je pense aux énormes lieux qui peuvent être très pesants, comme par exemple des camps de concentration, avec tout ce qui s'y est passé. J'ai jamais voulu y mettre les pieds parce que j'ai vraiment peur de ce que je vais ressentir. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de... J'y étais en fait, mais j'étais gamin. En fait, donc, Mhm. enfin, j'avais 12-13 ans, donc je me souviens pas exactement. C'est un lieu qui m'a marqué évidemment, mais je Oui. sais pas. J'étais à Auschwitz, ouais. En fait, ce qui est sûr, c'est que, et comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que chaque lieu garde les mémoires, c'est-à-dire quand on vit une émotion plus ou moins forte, et alors plus c'est fort, plus c'est répété, plus c'est dans le temps, plus ça va s'imprégner vraiment dans les lieux. Alors, Mhm. il y a des mémoires qui sont liées au lieu, mais plus anciennes, hein, qui même avant la construction de la maison, par exemple, si je sais pas, des anciens je sais pas, des anciens champs de bataille, ou enfin, ce qu'on dit souvent, mais voilà, des lieux où il y a des choses, des sacrifices, ou j'en sais rien. Et puis, il y a des mémoires qui sont plus récentes, et puis, comme tu dis, bah, une émotion dans une famille, des disputes, ou de la tristesse, ou quelqu'un qui était en fin de vie, où il va y avoir des souffrances, des maladies. Ce genre Mhm. de choses, ça imprègne les lieux, ça imprègne les objets, même les matelas, les, les vêtements, tout ça, ça a comme un résidu énergétique un peu. Mhm. Donc, alors évidemment, plus c'est en profondeur, plus c'est fort, euh, plus bah, notre capacité à travailler dessus, elle va être un peu limitée, hein. Et il suffit pas, voilà. Alors c'est vrai quand c'est un peu en surface, des fois il y a des façons un peu simples pas en passant de, je sais pas, du Palo Santo, d'un encens, voilà, il y a des façons de nettoyer un peu comme un entretien quotidien aussi, qui permet que ça s'accumule pas. Donc ça c'est possible, mais avec le son hein, aussi, avec je sais pas, des bols, ou avec des mantras, bon, il y a plein de façons de travailler. Mais quand c'est des mémoires qui sont plus ancrées, quelque part, ça suffit pas. Voilà. Mhm. Quand elles sont plus anciennes, plus ancrées, etc., que c'était des choses fortes. Enfin, pour moi, c'est là où, bon, dans chaque tradition spirituelle, hein, il y a des pratiques qui existent et il y a besoin de se relier avec quelque chose de plus profond. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Chacun va avoir sa façon de faire. Ouais. Mais, et par exemple, dans le bouddhisme tibétain, moi, enfin, les pratiques que je fais, il y a des pratiques spécifiques pour nettoyer les lieux, par exemple, hein, Mhm. pour travailler avec ça. Et là, bah, quand tu vas dans des lieux qui sont comme des camps de concentration, bah, là, c'est vraiment, il y a certains maîtres spirituels qui vont pouvoir avoir un impact beaucoup plus fort Mhm. pour travailler sur des lieux qui sont beaucoup plus chargés. Mais là, ça va être en fonction de bah, chacun sur son cheminement, où on en est et notre capacité. Et là, il faut être, ouais, faut être humble aussi parce qu'on ne peut pas travailler sur tout n'importe Pas comment. tout nettoyer, parce que moi je me dis, un lieu comme ça, est-ce que c'est possible de le remettre à zéro, tu vois, de qu'il soit... C'est pas, Euh, c'est pas de... Effectivement, ce qui est sûr, c'est que c'est des lieux qui sont évidemment très très chargés. Et là, on rentre dans des... alors, par exemple, bon, voilà, encore une fois, je parle de ce que moi je connais, hein, mais dans le bouddhisme tibétain, par exemple, il y a dans des lieux où il y a des choses fortes qui sont passées, ils construisent aussi certains monuments qui sont avec des reliques, par exemple, du Bouddha, etc. Donc, ce qu'on appelle les stupas. Et enfin, qui sont consacrés, donc avec plein de pratiques, évidemment, etc. Mais qui vont permettre de vraiment amener une autre énergie sur un lieu qui était chargé en amont, quoi, aussi, hein. Donc il y a des façons, donc là on rentre à un autre niveau, on va dire, de nettoyage. Voilà, quand on est en géobiologie sur des lieux, bon, c'est rare qu'on arrive à des choses aussi extrêmes, mais on peut tomber sur des choses quand même qui sont assez fortes.
Je me souviens une fois, justement, mon enseignante Vastou qui nous racontait qu'elle avait été, elle avait fait une maison qui était donc dans l'Est, sur une des lignes Maginot, là. Et c'était une ancienne maison qui avait été occupée par les SS avec des tortures. Bon, voilà, des fois, ça peut arriver de tomber sur des lieux qui sont chargés. Et là, c'est à chacun de voir si on est. Enfin, moi, c'est important de voir à chaque fois que je vais sur un lieu, est-ce que c'est juste pour moi d'y aller? Est-ce que je peux y travailler? Est-ce que c'est juste pour moi, pour le lieu, pour la personne, mais pour moi aussi? Parce qu'on Oui. n'a pas tous, on va pas pouvoir tous travailler sur les mêmes choses aussi. Mhm. Et là Oui, aussi, voilà. ça dépend aussi de l'expérience, comme tu disais. Je pense qu'au fur et à mesure, toi, tu vas acquérir une expérience de plus en plus grande et que tu pourras aussi peut-être dans 10 ans faire un travail qui sera encore plus Des choses complet. différentes. Voilà, Voilà, ouais, tout c'est comme le magnétisme, comme tu disais. Au final, c'est un peu comme toutes les pratiques, à force de à fait. travailler, d'expérimenter, ça grandit en quelque sorte. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, tout à fait. Après, et tous les géobiologues ne travaillent pas sur cette partie-là aussi. Oui, Voilà, ok. par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'aller travailler chez des géobiologues qui avaient fait la partie géobiologie plutôt naturelle, etc. Mais sur cette partie subtile, bon, bah, ils ne travaillaient pas dessus, donc ils faisaient appel à quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. Ah ouais. Ouais. Du coup, en parlant des lieux marqués positifs ou négatifs, là, moi, je voulais te poser une question sur les chakras de la Terre, parce que ça, Ouais. c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que quoi, on va les citer peut-être après, mais j'aimerais avoir ton avis là, sur cette question. J'espère que je ne vais pas te décevoir, mais je sais pas. Je n'ai pas vraiment une réponse nette à te donner là-dessus. Parce que, bon, bah, tu vas les citer, ces lieux-là. Donc, pour moi, c'est sûr que ce sont des lieux particuliers, hein, avec une très Oui. belle énergie, avec vraiment une note particulière. Après, est-ce que ça rentre parce que des fois, on a tendance à, bon, c'est un peu ma version, hein, je dis pas que c'est à vouloir caser les choses pour que ça répondre à voilà, que là, c'est des chakras, bon, pourquoi pas? Je sais pas, tu vois. Et évidemment, la Terre, c'est quelque chose de vivant. C'est pas, il y a cette dimension de la planète, voilà, qui pour moi est réelle, hein, qui n'est pas simplement juste de la matière physique. Mm. Il y a quelque chose de plus. Mais bon, de là à dire, est-ce que c'est vraiment juste ces lieux-là qui sont des chakras? Je sais pas. Je peux pas Mm. te. Je peux pas- Ouais, par exemple, c'est pas un sujet que vous pouvez aborder en formation de géobiologie ou quoi. C'est pas un truc Alors, qui est admis par un très grand géobiologue et que ça a été et je pense vérifié. il y a des courants de géobiologie qui vont peut-être plus à mettre l'emphase dessus. Effectivement, je pense qu'il y a certaines approches de géobiologie, peut-être ça va te faire partie, ça sera peut-être plus important, ou ça va être plus. Euh, Moi, dans mon parcours, en tout cas, de formation de géobiologie, j'ai pas abordé ça. Voilà, j'ai pas Mhm. abordé comme ça. Mais bon, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas pour autant, ça n'a pas de validité, hein, c'est pas. Mhm. euh, et c'est vrai qu'il y a des lieux très particuliers, que ces lieux sacrés, il y a une connexion entre eux aussi. Ça, c'est vrai qu'on retrouve ça, par exemple, là, alors, ce que tu parlais là, des réseaux sacrés, par exemple, on va retrouver par exemple toutes les chapelles de Saint-Michel. Si on tire une ligne entre les différentes chapelles, et on va retrouver une ligne, voilà, avec Mhm. vraiment. Et là, c'était aussi avec une orientation particulière, et on peut imaginer que toutes ces chapelles étaient connectées entre elles, à un niveau plus subtil, qu'il y avait une intention de les relier spirituellement aussi. Ouais. Voilà, il y a cette dimension-là. Après, sur ces chakras de la Terre, je sais, voilà, je ne vais pas avoir de réponse. Mais j'ai pas trouvé grand-chose dessus. Voilà. J'avais vu des vieilles cartes et après, donc, je vais les citer comme ça, les gens ils pourront un peu s'imaginer. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, l'humain a des chakras. Chaque chakra est sur une partie du corps et on va dire, elle va avoir un impact sur une dimension de notre vie. Et là, a priori, donc par exemple, le chakra racine, là, ce serait au Mont Shasta aux États-Unis, en Californie. Donc ça, c'est un endroit que je connais pas du tout. Je sais pas si toi, tu connais un petit peu ça. Euh, le chakra sacré, donc c'est au lac Titicaca au Pérou, en Bolivie. Donc ça, c'est un lieu dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc je pense qu'en effet, enfin, l'énergie doit y être folle. Le chakra du plexus solaire, c'est à Uluru, en Australie, donc cet énorme rocher là qui est gardé par les aborigènes et dont ils ne veulent pas que les Blancs approchent. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que vraiment, ils sont prêts à tout pour que. Là, j'ai des amis qui sont revenus d'Australie qui m'avaient raconté.
Donc c'est pareil, eux aussi sont beaucoup dans cette culture d'énergie et tout ça. Mm. Le chakra du cœur, donc là c'est Glastonbury en Angleterre, tout ce qui est à Stonehenge et tout ça. Ça, je sais pas si tu as déjà allé là-bas Non, ou... j'ai pas eu l'occasion. Mais ouais, ouais, Très intriguant. effectivement, ça, en géobiologie, on l'a abordé à des moments parce que ça fait partie des sites mégalithiques sacrés, quoi, qu'on va retrouver, comme par exemple en Bretagne, etc. Ça, c'est vraiment des lieux très particuliers aussi. Ouais. Ouais. Le chakra de la gorge, donc la grande pyramide de Gizeh et le mont Sinaï en Égypte. Tu vas y aller bientôt, non? Si j'ai bien Ouais, c'est compris. ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, c'était fou, j'avais fait un peu un